Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel où je vais vous présenter des widgets qui sont vraiment essentiels et qui vont vous servir dans a priori toutes vos applications et dans l'application Hacker News qu'on va réaliser. Alors du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est à se rendre sur la documentation, donc du coup sur flutter.dev, vous allez sur Docs en haut, vous cliquez sur Widgets Catalog, et là, donc j'ai déjà présenté ça, mais je le représente, vous avez par catégorie tous les widgets que vous pouvez utiliser. Alors nous, on va aller sur Basics, et je vais vous présenter quelques-uns des widgets qui sont ici, et quelques widgets qui sont dans d'autres catégories aussi. Alors les premiers widgets dont je parlais, c'est quasiment les mêmes, et ils font quasiment la même chose, c'est Column et c'est Row. Alors ces deux widgets, ils servent à quoi? Ils servent à mettre des éléments les uns à côté des autres. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent. Donc par exemple, on va revenir dans notre application, on va essayer de les utiliser. Du coup, moi je vais supprimer la classe compteur qu'on avait. Et ici, je peux juste me recréer une petite application très petite avec un scaffold, donc comme ce qu'on avait fait juste avant, une app bar avec un titre et un body, donc du coup par défaut juste un texte qui va dire bonjour. Hop. Alors voilà ce qu'on a, et maintenant qu'est-ce qui se passe si jamais on veut mettre quelque chose en dessous de bonjour? Donc du coup c'est là que la colonne arrive, donc du coup je vais faire column. Alors il y a un raccourci pour imbriquer des widgets dans les autres rapidement. Ce que vous pouvez faire, c'est que sur Windows c'est CTRL point virgule, sur Linux c'est la même chose, et sur OS X c'est la touche commande maj point virgule. Et vous arrivez sur cette palette ici, donc du coup c'est les quick actions en fait, et vous avez un wrap with, donc du coup là on a plein de widgets qui sont très utiles, et en l'occurrence nous on va faire un avec column. Donc alors si jamais je sauve, on voit qu'il ne s'est absolument rien passé, on a toujours notre widget, mais je me regarde bien colonne plutôt que de prendre un seul widget en paramètre et prendre une liste de widgets. Donc du coup si jamais je lui passe un deuxième widget texte, hop, je m'allume ma virgule, on voit qu'on a hello qui s'affiche juste en dessous. Alors on voit aussi que hello il est centré par rapport à bonjour. Et ça vient d'une propriété de colonne et qui va aussi être présent sur row. Donc du coup row ça va nous permettre de mettre des éléments les uns à côté des autres sur l'axe horizontal plutôt que vertical. On a deux propriétés qui vont être main axis alignment et cross axis alignment. Alors ces deux propriétés, j'ai trouvé un blog post sur Stack Overflow qui en parle et qui est très bien, qui décrit ça. Pour la colonne main axis alignment, ça va être l'axe vertical. Donc, du coup, ça va être comment aligner mes éléments sur l'axe vertical. Et le cross axis, du coup cross cette fois-ci pour horizontal. Comment est-ce que je vais aligner mes éléments sur l'axe horizontal? Et pour row, ça va être l'inverse. Donc, du coup, le main axis, ça va être l'horizontal et le cross axis, ça va être le vertical. Donc du coup, je vais donner quelques exemples. Par exemple, pour la colonne, ici, on voit que le hello, il est centré par rapport au bonjour. Donc là, si jamais je passe le cross axis alignment, donc du coup, le main axis, ça va être cet axe-là, et le cross axis, ça va être cet axe-là, je vais pouvoir mettre tous les widgets à gauche. Donc du coup, par exemple, je vais pouvoir mettre ça à, alors on a plusieurs valeurs qu'on va avoir, à start, on voit que c'est bien à gauche. Si jamais on avait mis ça à end, cette fois-ci, ça l'aurait aligné à droite de la colonne. Et on a la même chose pour le main axis alignment. Donc du coup, cette fois-ci, ça va être sur la colonne verticale où est-ce que j'aligne mes éléments. Donc par défaut, c'est à start, c'est-à-dire que ça va être collé vers le haut. Mais si jamais j'avais mis ça à end, ça nous aurait bien aligné la colonne vers le bas. Et pareil, si jamais j'avais mis ça à center, on aurait bien été centré. Alors pour le main axis, on a quelques valeurs qui sont aussi intéressantes. On a le space around, donc du coup space around ça fait quoi? Ça met beaucoup d'espace entre chaque élément, le plus d'espace possible entre chaque élément, et aussi avant le premier élément et après le dernier élément. Un autre qui est très similaire, c'est space between. Space between il fait la même chose, sauf qu'il ne met pas d'espace avant le premier élément et après le dernier élément. Donc du coup là on a le plus d'espace entre chaque élément possible. Alors du coup voilà pour column et pour row, je vais faire une petite démonstration rapide avec row quand même. Voilà, donc du coup pour row par exemple, là on a bien les deux textes qui s'affichent les uns à la suite des autres. Alors il y a un autre widget que je voudrais représenter qui s'appelle wrap. Alors le problème avec row ou avec colonne, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais on dépasse, c'est-à-dire qu'on met plein d'éléments les uns à la suite des autres et qu'on va sortir de l'écran. Donc du coup je vais copier-coller ces éléments quelques fois à la suite.
Donc là, on est toujours dedans, mais si jamais je les rajoute une fois de plus, on voit qu'on a un warning. Alors là, on sort de l'écran. À droite, il y a marqué Write Overflow, donc du coup, ça veut dire qu'on dépasse. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'utiliser Row, ici, on va utiliser un widget qui s'appelle, on va utiliser le widget Wrap. Et Wrap, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre chaque élément, et dès qu'il n'y a plus de place, il va le mettre à la ligne. Voilà, alors c'est tout pour Row et Column. Maintenant, on va en avoir quelques autres. Le premier, ça va être padding. Donc du coup, ici, si jamais j'ai mon texte qui dit juste bonjour, on peut avoir envie de rajouter du padding autour de cet élément, donc du coup, des marges pour qu'ils soient distants des bords. Pour ça, on a un widget qui s'appelle padding. Et alors, ce widget, il prend en paramètre le child, donc du coup, c'est notre texte. Et il prend aussi en paramètre une propriété padding, donc du coup, c'est là qu'on va définir notre padding. Et alors là, on a un constructeur pour un objet edgeInsets. Alors, edgeInset, ça va être tous les côtés qu'on va avoir autour de notre objet. Et alors là, on a appelé le constructeur all, donc du coup, qui va nous mettre padding de tous les côtés. Mais on pourrait aussi appeler only. Et only va prendre 4 propriétés. Donc du coup, on va avoir top 2.8.0, left 2 points, right 2 points et bottom 2 points. Mais alors là, par exemple, je mets juste top 2.8.0. On voit qu'on a eu du padding en haut et pas à gauche. Alors, on a aussi, comme constructeur, on a symétrique. Symétrique, ça nous permet de donner le même padding en haut et en bas, ou alors à gauche et à droite. Donc, par exemple, on peut donner le padding en vertical à 8.0 et en horizontal à 16.0. Hop. Et là, on ne le voit pas, mais on a ici 8, ici 16 et ici 16. Et voilà, donc du coup, vous allez sûrement utiliser ça dans beaucoup de vos widgets. Alors, un autre widget qui est intéressant, c'est container. Le problème qu'on a avec padding et avec d'autres choses, c'est que ça peut être très vite répétitif. On a du padding dans du padding. À la place, on a une classe qui s'appelle container et qui prend la même propriété. Alors vous allez vous dire, elle fait exactement la même chose. Oui, mais presque. Elle a aussi d'autres propriétés qui permettent par exemple de changer la couleur du conteneur. Donc par exemple, on peut faire un conteneur, un colors.red, et tout d'un coup, on peut voir plus précisément où est le padding. Donc par exemple, si je mets là, je l'ai mis à only, je sais pas, bottom 16.0 par exemple, on va voir qu'on a bien du padding en bas et pas sur les 3 autres côtés. On a aussi d'autres propriétés qui sont intéressantes, comme par exemple le fait de pouvoir définir une taille fixe. Donc par exemple, je pourrais marquer height 2.300.0 et width 2.200.0. Ça peut être très utile parce que les widgets qui sont à l'intérieur peuvent essayer de grandir et de prendre toute la taille disponible. Ou alors je mets une taille qui est très petite, comme 3.0 et 10.0. Le widget va quand même rentrer dedans, mais on va en voir qu'une partie. Peut-être augmenter un petit peu la taille quand même. Voilà, là par exemple, on voit que la lettre H. Alors un autre widget qui est très très utile, c'est Sizebox. Alors je vais revenir à un exemple où on a une colonne. Si jamais on voulait ajouter du padding entre les deux, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait aller sur le premier, faire un wrap with padding et rajouter du padding qui est par exemple only bottom 8.0. Et là, on aurait de l'espace entre chacun de nos éléments. Le problème, c'est que c'est un petit peu long à écrire. Et à la place, ce qu'on peut utiliser, c'est une sizebox. Donc du coup, ici, on a une sizebox. Et la sizebox, on lui passe 8 et with, ou alors juste l'un des deux. Donc en l'occurrence, on peut lui passer 8 à 8.0. Et on voit qu'on a exactement le même effet. Hop, il faut que je rajoute ma virgule. On a exactement le même effet. Et je le passe à 16.0. On va avoir plus d'espace. Alors, pourquoi ça peut être utile? Parce que, contrairement au padding, où on peut juste mettre du padding autour d'un élément, là, on peut juste créer des conteneurs de taille complètement arbitraire qui peuvent nous servir pour rajouter de l'espace dans nos layouts. Ça peut aussi être un bon moyen de donner une taille spécifique à un texte, comme pour le container. Alors, un autre widget qui va être très 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 utilisé, c'est le widget Center, qui nous permet de centrer un widget. Donc du coup, je reviens à un exemple qu'on avait au tout début, qui disait juste bonjour. Je mets ce widget là, on veut le centrer, on veut le mettre ici. On a un widget pour ça qui s'appelle Center, qui est vraiment très utilisé. Et ce widget, par défaut, il centre sur tous les axes. Voilà, alors maintenant pour voir quelques widgets qui sont pas aussi méta, c'est-à-dire qui agissent sur le layout, mais plutôt qui vous seront utiles dans votre application. On a par exemple le widget image. Du coup, je vais remplacer le texte. Et alors par défaut, image s'attend à avoir une image à afficher.
Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la page d'exemple pour récupérer une image. Donc du coup, on va sur la documentation pour l'image. On voit qu'on peut récupérer une image depuis le réseau. Donc du coup, il va nous faire tout le chargement pour nous et juste lui passer une URL. Du coup, je vais reprendre l'exemple qui est ici. Et ici, lui passer une network image avec l'URL qu'on a eue. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec l'image chargée dans notre application. Alors, on a plusieurs propriétés sur cette image-là. On peut changer la manière, le ratio avec lequel l'image est affichée. On peut changer plein de choses, mais je ne vais pas les présenter, je vais vous laisser les découvrir vous-même. Pour une bonne raison, c'est que la documentation est très très bien écrite et que ça prendrait beaucoup de temps pour rien. Voilà, alors une autre chose que vous allez sûrement beaucoup utiliser, c'est les boutons. Donc du coup pour ça, on en a deux principalement en Material Design. On a le Raised Button et le Flat Button. Donc du coup je vais vous montrer Raised Button. Alors Raised Button, il s'attend à avoir au minimum un callback. Donc du coup c'est une fonction qui va appeler quand l'utilisateur aura cliqué sur le bouton. Donc du coup là on voit un bouton. Et en plus de ça, on peut lui passer du texte à afficher ou alors une icône sur le bouton. Alors une chose que j'ai peut-être pas dit avant, c'est qu'on peut afficher du texte dans la console. Si jamais on va dans Vue en haut et qu'on clique sur Debug Console, là on a une console qui s'affiche. Et si jamais je clique sur le bouton, on peut voir que notre print est affiché. Alors on en a un autre, c'est le Flat Button, qui fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on n'a pas le même style. Voilà, alors c'est quasiment tout ce que je voulais présenter. Le dernier que je voulais présenter, c'est la list view. Alors la list view, c'est très utile, c'est pour créer des listes d'éléments. Alors on va regarder la list view et un des items associés qui est la list tile. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, je vais afficher une liste de widgets et je vais pouvoir scroller dans cette liste de widgets. Donc du coup, ici dans mon body, plutôt qu'avoir un center, je vais avoir un list view. Alors le list view, il prend quoi en paramètre? Il prend une liste de widgets qui va afficher. Donc du coup, nous par exemple, on va juste afficher hello pour le moment. Donc du coup, on a juste un widget, mais si jamais on essaie de descendre, on peut voir que tout d'un coup, on peut se mettre à scroller. Et si jamais ici, j'en rajoutais plein, on peut voir qu'on peut scroller sur tous nos éléments. Alors, hop, je vais commencer par effacer ça. Un widget qu'on utilise très souvent, parce que là, on voit qu'on utilise des widgets arbitraires. Un widget qu'on utilise très très souvent, c'est le list tile. Et le list tile, c'est quoi? C'est un widget qui implémente la norme Material Design. Donc, du coup, là, on voit qu'on a un élément, et si jamais je le copie-colle quelque part, vous allez voir ce que je veux dire. Voilà, donc du coup, on a quelques widgets, et par défaut, on a l'attribut title, mais si jamais je vais sur la documentation, on a plein d'attributs qu'on peut utiliser. Donc du coup, voilà à quoi ça peut ressembler. On peut mettre une icône devant, on peut mettre une icône à droite. On peut aussi faire du multiligne. On peut vraiment faire plein de choses. Et ça nous donne aussi une autre chose, c'est que ça nous donne la capacité de savoir si quelqu'un a appuyé sur l'élément ou pas. Donc du coup, par exemple, je lui passe juste ça et que je vais juste faire un print de tapped dans la console et que j'appuie sur l'élément. On voit que tout d'un coup, on a un ripple quand on appuie dessus. Et que dans la console, on voit bien le callback qui a été appelé. Alors là, on a passé tous nos éléments directement depuis une liste, mais généralement, c'est pas forcément ce qu'on veut faire. Généralement, on a une collection. Donc par exemple, on va avoir... par exemple, si je me fais juste une liste de titres, je mets n'importe quoi dans les chaînes de caractères, c'est pas très grave. Voilà, et ce qu'on aimerait bien, c'est itérer sur ces titres et les afficher. Donc du coup, là, on est un petit peu bloqué. On est obligé de se créer ici une liste de widgets. Hop, après ça, d'itérer sur nos titres. D'ajouter dans la liste de widgets un nouveau widget. Et le nouveau widget, ça va être un list style avec title de .text title. Et ici, plutôt que de lui passer la liste, on va lui passer la liste des widgets qu'on a créés juste au-dessus. Alors on peut faire ça, mais c'est un petit peu long. Hop, ici il faut que je marque, il faut bien que je le précise que ce soit une liste de widgets, sinon il ne va pas apprécier.
Voilà, donc du coup on a bien notre liste avec les 3 éléments de notre collection, mais on a une bien meilleure manière de faire ça. Ici, on appelait le constructeur par défaut, mais on a aussi le constructeur qui s'appelle builder. Alors builder, il prend plus une propriété children, à la place il va prendre 2 propriétés, il va prendre item count, donc du coup ça va être le nombre d'éléments qu'on va avoir dans notre liste, donc du coup pour nous c'est titles.length, et il prend aussi une méthode item builder. Alors item builder c'est quoi? C'est une lambda, c'est une fonction qui va prendre en paramètre un contexte et une position. Alors je vais rajouter les types pour que ce soit clair. On peut omettre les types si jamais on veut. Alors, le build context, pour le moment, on n'a pas à s'en préoccuper. Mais le position, c'est quoi? Le position, ça va être 0 ici, 1 ici, 2 ici. Donc du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut récupérer notre titre en faisant juste var titles est égal à titles position. Donc du coup, maintenant, on va devoir renvoyer un widget depuis ici. Et ici, on peut faire un return de liststyle avec title de point title. Alors, il me faut un widget texte quand même. Et voilà, on a la même chose. Sauf que cette fois-ci, c'est beaucoup plus clair et concis. Parce que cette fois-ci, on le passe juste comment construire un item et comment construire combien d'items on a. On n'a pas à polluer la méthode build avec d'autres choses. Et ce qu'on peut faire qui est encore mieux, c'est qu'on peut prendre cette fonction-là et la séparer dans une autre et la mettre dans une fonction de notre classe. Donc du coup, par exemple, ce qu'on peut faire ici, c'est se créer une méthode qui va renvoyer un widget qu'on va appeler build item, qui va prendre exactement ce qu'on prend en paramètre ici. Hop. Et qui va faire exactement ce qu'on a fait ici. Hop. Et ici, plutôt que d'avoir une lambda, on va passer directement la fonction build item. Alors pendant qu'on y est, on peut passer ça en privé, parce que cette fonction-là, elle est privée à la classe, et on peut faire la même chose avec les titres. Voilà, donc du coup, on a toujours notre collection qui s'affiche, et cette fois-ci, notre méthode build, elle reste simple, et on a une deuxième fonction qui nous permet de créer un item. Alors une chose qu'on aimerait bien faire, et qu'on voit sur la plupart des listes, c'est qu'on a un petit séparateur entre chaque élément. Alors on pourrait faire ça avec un modulo, et savoir si jamais l'élément, si jamais c'est 0, dans ce cas-là c'est un item, si jamais c'est 1, dans ce cas-là c'est un divider, etc., et afficher des barres. Mais on a quelque chose qui est fait pour ça directement dans la list view. Ici, plutôt que d'utiliser builder, on va appeler separated. Et alors separated, ça nous prend les mêmes arguments que builder, et en plus, ça nous prend un separator builder. Alors separator builder, c'est quoi? C'est une fonction qui prend encore la même chose, le build context et la position, et qui va nous renvoyer un widget qui va séparer les widgets. Donc du coup, on a un widget qui a été créé juste pour nous dans le material design qui s'appelle divider. Et divider, on va voir ce que c'est juste une barre. Alors vous la voyez peut-être pas très bien, mais c'est une petite barre ici qui est faite juste pour ça. Voilà, donc du coup on a tout. On peut encore une fois ici utiliser une syntaxe un petit peu plus claire. Plutôt que de faire un return, vu que c'est une seule ligne, on peut utiliser une flèche. Et vu qu'on sait ce que c'est que build context et position, on peut omettre les types. Et on arrive avec quelque chose qui est encore très très clair. Voilà, alors il existe de nombreux autres widgets que je vais vous laisser découvrir. On va en découvrir d'autres dans ce tutoriel. Mais c'est tout pour cette fois-ci. Donc du coup, les widgets que je vous ai présentés, c'est ceux qui sont vraiment essentiels et que vous allez utiliser dans chacune de vos applications. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite des tutoriels et merci d'avoir suivi.